Salut ma communauté! Aujourd'hui, c'est le premier podcast d'une série de plusieurs. Aujourd'hui, je reçois Marie-France Boisvert, psychothérapeute en rééducation périnéale. Et on va vous parler d'entraînement, de rééducation, de périnée, tout pour vous éduquer, vous donner plein de conseils puis d'outils pour vous entraîner en sécurité et aussi être attentive aux signaux d'alarme pendant et après la grossesse. Marie-France Boisvert, bonjour. Bonjour. Très heureuse de te recevoir en entrevue aujourd'hui. Donc, tu es une spécialiste en rééducation périnéale, physiothérapeute. Oui. Parle-nous de toi, de ton parcours. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis physiothérapeute depuis 2009. Dans le fond, mon parcours, initialement, j'ai fait la technique de réadaptation physique au Cégep Marie-Victorin. J'ai gradué en 2005. Ensuite, j'ai continué à l'Université de Montréal de 2006 à 2009 pour devenir physiothérapeute. Initialement, j'ai travaillé une dizaine d'années en CLSC. Donc, je faisais des soins à domicile pour les gens qui ne pouvaient pas sortir de la maison. C'est gouvernemental, en fait. Puis après une dizaine d'années, j'aimais beaucoup mon travail, mais je commençais à un petit peu tourner en rond, puis avoir un peu moins d'intérêt. J'avais envie de nouveau me recycler. défi. Ouais, nouveau défi, puis ouais. Me recycler un petit peu. Je savais pas trop dans quoi non plus ce que je voulais faire. Puis il y a eu la formation postgraduée, c'est le microprogramme de rééducation périnéale. C'est un microprogramme de deuxième cycle à l'Université de Montréal. C'est qu'on voit toute la clientèle qui peut bénéficier de rééducation périnéale, autant les hommes, les femmes de tous les âges pour divers problèmes. On connaît beaucoup la périnatalité, oui. ce qu'on va parler beaucoup aujourd'hui. oui. Mais c'est des problèmes dans cette sphère-là, ça peut arriver à tout âge. Puis ça peut être aussi pas seulement des fuites urinaires, mais les descentes d'organes, les troubles anorectaux, de la douleur. Donc c'est vraiment vaste. Fait que je me suis inscrite à ce programme-là un peu par curiosité. Je savais que c'était un très bon programme, très bien monté. Basé beaucoup sur les données probantes. Il y a beaucoup d'études qui prouvent l'efficacité des traitements, même en première ligne là, pour les fuites urinaires, les douleurs, entre les douleurs aux relations sexuelles, qu'on appelle la dysparunie. Donc, je me suis lancée là-dedans, un petit peu par curiosité. J'ai découvert un univers vraiment super intéressant. Wow! Et c'était sur 2 ans et demi. C'est un micro-programme qui se fait quand même à temps partiel. C'est un cours par session, c'est des séminaires de fin de semaine. Okay. Donc, ça te permet quand même de travailler. Puis, dès qu'on commence un premier cours qu'on a gradué, qu'on a passé le cours, on peut commencer à travailler avec cette clientèle-là. Puis, à mesure que tu vois d'autres types de clientèle, tu peux les rajouter. Fait officiellement, en 2019, j'ai commencé. Non, c'est pas vrai. 2018, j'ai commencé. Et j'ai fait quelques temps dans une clinique privée, puis après ça, j'ai décidé de me lancer à mon compte. OK, et j'ai ouvert mon bureau en 2019, donc depuis ce temps-là, je travaille en rééducation périnéale. C'est super, beau parcours. Merci d'être là avec nous. Ça fait super On a plaisir. une professionnelle qualifiée, expérimentée pour nous parler aujourd'hui de périnée, parce que c'est de ça qu'on va parler. Donc, aujourd'hui, on va parler beaucoup du périnée, de rééducation pour les mamans, femmes enceintes. Ce que j'ai constaté au travers mes années avec mes groupes, c'est la méconnaissance du sujet du plancher pelvien, de la rééducation, puis l'importance de prendre soin de cette région-là. Aujourd'hui, on va en parler, bien sûr, mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler, c'est quoi exactement le plancher pelvien? À quoi ça sert, dans le fond, le plancher pelvien? Oui, effectivement. Je te confirme, il y a beaucoup de méconnaissances. Puis même... pas juste en périnatalité, mais même nous, notre formation de base, c'est pas un univers qui est beaucoup connu encore, mais ça commence à être de plus en plus connu. Fait que on en profite là pour... Oui. C'est une super belle opportunité que tu me donnes de faire de l'enseignement et de l'éducation. Fait que j'en profite à fond. Puis oui, ça nous profite à nous de parfaire nos connaissances, de s'éduquer. Puis aussi toute la communauté, toutes les mamans qui nous écoutent en ce moment, ça va vraiment les aider à se connecter puis apprendre à connaître plus leur corps. Donc, c'est vraiment super. Vraiment. Fait que, écoute, le plancher pelvien, c'est un groupe de muscles qui se situe à la base du bassin, OK? Donc, ce que tu vois en blanc, c'est les os de bassin qu'on appelle les iliaques. En arrière, j'ai mon sacrum. Donc, ça fait vraiment comme une espèce de
de coupole, un bol, si on veut. Ouais. Anatomie, tu as la symphyse pubienne devant. Ça, il y en a beaucoup enceintes qui peuvent avoir des douleurs assez importantes à la symphyse. Oui, moi, j'en ai eu d'ailleurs. Oui, ça fait très mal. Ouais. C'est assez impressionnant. Et en dessous complètement, c'est là que tu vas trouver ton plancher pelvien. Donc, ça fait comme vraiment fermer le dessous du bassin, un peu comme je l'appelle souvent comme un hamac. Et tu as les différents orifices qui passent à travers. Donc, à l'avant complètement, c'est le méa urinaire. Donc, c'est par où l'urine va couler quand tu fais pipi. Juste en dessous, on a le vagin, par où il y a l'accouchement vaginal. Ouais. Puis à l'arrière, on a l'anus, Oui. OK? Par où tu vas faire les selles et passer les gaz. Ça sert de support aux organes pelviens, donc à ta vessie, à ton utérus, ton rectum. C'est des muscles qui sont impliqués dans la continence, donc être capable de retenir, éviter d'avoir des fuites d'urine, de sel et de gaz. On comprend bien avec le hamac que le plancher pelvien, ça soutient tous ces organes-là. Là. Fait que c'est vraiment le poids des organes est sur le plancher pelvien. Ben pas tout à fait, parce que les organes sont pas déposés direct, puis ils sont retenus par des structures aussi. Tu sais, t'as des ligaments, t'as des fascias qu'on appelle, qui sont comme des enveloppes musculaires d'organes. Tout est connecté, tu sais, t'as des structures qui s'en vont se connecter à tes abdominaux, à ton pubis, à tes os en arrière. Ça se connecte à tes muscles aussi. Fait que ils sont impliqués dans le support, mais il ne fait pas 100% la job de support. OK. Fait qu'il y a les fascias. C'est vraiment intéressant de savoir tout ça. Fait que ça veut dire que, par exemple, si le plancher pelvien a un problème, ça peut être lié au fascia et vice-versa. Oui, ou c'est dur de démystifier l'œuf et la poule un petit peu, mais souvent, quand on a des problématiques pelviennes, le plancher pelvien est souvent impliqué. C'est-tu la source ou c'est une conséquence? On ne peut pas vraiment dire, mais il y a souvent un travail à faire, ça, de renforcement, de relâchement, de ressenti. C'est ça. Il y a quand même... Il est impliqué dans beaucoup de choses. Puis il y a une autre fonction aussi que... Excuse-moi, là, je t'ai coupé. Non, vas-y. C'est une fonction sexuelle aussi. OK? Il y a un groupe de muscles qui, là, on le voit peut-être pas à la caméra, mais c'est un plancher pelvien qui est plus superficiel, qui est en différentes couches. Fait que le plancher superficiel puis les couches profondes. Puis dans le plancher superficiel, le plancher pelvien, ben, il va s'attacher au niveau du clitoris. Donc, il va être impliqué aussi au niveau de la fonction sexuelle de par l'érection puis l'engorgement au niveau du clitoris. Donc, ça peut être un bel effet secondaire de travailler le plancher pelvien. C'est un bel effet secondaire positif des fois qu'on a comme commentaire aussi. Ah ouais, wow! Fait que ça peut avoir un impact positif dans les relations sexuelles aussi. Tout à fait, tout à fait. Génial! C'est super intéressant. Donc, on va parler un peu de plancher pelvien pendant la grossesse. Le premier sujet super controversé au cours des dernières années, ça a été l'entraînement physique des femmes enceintes. Ça a beaucoup évolué. Est-ce que tu peux nous parler de où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit, les recommandations pour les femmes enceintes? Donc, ce qui est recommandé maintenant, c'est vraiment selon les recommandations canadiennes. Là, ils promouvoient beaucoup l'activité physique. Contrairement à il y a peut-être pas si longtemps, là, peut-être une dizaine d'années, où là, c'était la prudence et tout. Là, maintenant, c'est même si tu es enceinte, continue à bouger parce qu'il y a beaucoup plus de bienfaits pour la santé, autant pour la maman que pour le bébé en développement. Donc, les recommandations là, actuelles, c'est de faire un 30 minutes d'exercice d'intensité modérée par jour, de 3 à 7 fois par semaine. Quand même. Oui. OK? Puis, tu sais, intensité modérée, c'est selon la perception aussi de l'effort, là. Et puis, oui. J'allais dire, il y a beaucoup de bienfaits pour la maman puis pour le bébé aussi de rester active pendant la grossesse. Sur le déroulement aussi, j'imagine, après l'accouchement, ça peut juste être bénéfique d'être active pendant la grossesse. Ben oui, puis tu sais, je le vois là, cliniquement, là, quelqu'un qui s'est gardé en forme toute la grossesse, puis oui, il y a l'entraînement, mais ça peut être d'autres choses aussi, mais juste de bouger, de pas être sédentaire, va récupérer vraiment plus facilement après. Tu sais, j'ai sorti des chiffres, là, je les ai écrits parce que j'ai pas de mémoire des chiffres, mais de les avantages à l'activité physique, OK? On a une prise de poids qui est plus limitée, donc vraiment limitée à ce qui est recommandé pour la grossesse, qui est à peu près un 25 livres, meilleure circulation sanguine, ça prévient puis ça contrôle le diabète de grossesse.
Et prévention de l'hypertension, de la prééclampsie, qui sont quand même des problèmes de santé pas jojo, là. Ça peut être quand même assez majeur. Ça aide au transit intestinal. Des fois, avec la grossesse, la digestion, c'est pas mal plus difficile. Ouais, oh oui! Ça diminue la fatigue, l'anxiété, les symptômes dépressifs. Tu sais, ce qui est écrit, ça diminue de 25% les risques de dépression. Wow! Pendant puis après aussi. C'est impressionnant. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, oui, c'est bon pour la santé physique, mais pour la santé mentale aussi. Tu sais, même pas enceinte, c'est pour ça, mais enceinte. Tu sais, pas obligé d'être du gros entraînement, là. Être actif, ça peut être prendre une marche, ça peut vraiment être que ce soit du yoga, une activité qu'on aime, parce que bouger dans le plaisir, c'est ça qu'il faut surtout enceinte. Fait que ça c'est pas obligé d'être une grosse activité, là. Pas du tout. Puis, tu sais, même quelqu'un qui était sédentaire, qui tombe enceinte, peut décider de commencer une activité physique, puis c'est tout à fait simple, c'est encore plus recommandé aussi. Donc, ça peut être une belle opportunité de tomber enceinte, même si tu n'étais pas active, de dire, bon, ben c'est bon pour ma santé, j'évite des problèmes de ma grossesse, puis mon bébé risque d'être en meilleure santé aussi. Ouais. Donc, c'est une belle opportunité. Parce qu'avant, je pense que les recommandations, c'était de pas commencer de l'activité physique enceinte, mais là, ça a changé. Je pense, j'ai lu un peu les dernières études, c'est recommandé maintenant, là. Oui, exact. Dans le fond, avant, c'était si tu étais active, tu tombes enceinte, ben réduis le niveau d'intensité. Puis si tu étais sédentaire, c'est pas le temps de commencer une activité. Ça, c'est avant. Fait que c'est depuis 2010 là, qu'ils se sont rendus compte qu'il faut vraiment comme lutter l'inactivité pour tous les bienfaits là, qu'on a nommés aussi tantôt. Puis, tu sais, dans ce qui est recommandé aussi, c'est, donc on a dit une intensité modérée, ça peut être vigoureux comme activité si c'était quelque chose que tu faisais avant. OK. Tu sais, mettons la course à pied, c'est pas considéré rigoureux, mais il y a quand même un peu d'impact et tout ça. Ça a longtemps été controversé, mais là, récemment, j'ai fait une formation, puis ça a démystifié beaucoup de choses. Puis, si tu courais au moins 3 mois avant ton début de grossesse, tu peux continuer tant que tu restes à l'écoute de ton corps aussi. Fait que, donc, si une maman une femme enceinte faisait de l'activité avec impact, elle peut continuer d'en faire sans problème, là. Tout à fait. Wow, c'est vraiment... Si t'as pas de symptômes qu'on va parler tantôt, ça va bien, là. On embarque là-dedans bientôt. Ben oui, tu sais, des fois, c'est juste que plus la grossesse avance, c'est sûr, des changements physiques importants, il va falloir modifier un petit peu, mais tant qu'il n'y a pas de problème, on continue, là, c'est super bon. Par rapport aux recommandations de bouger, ce qu'il faut faire attention, c'est plus tout ce qui est sport qui peut faire tomber la personne ou des sports d'impact. C'est assez logique. Donc, c'est peut-être pas le temps d'aller jouer au football, par exemple. La boxe. La boxe. Ben, l'entraînement de boxe, ça va, mais peut-être pas un combat, tu sais. Puis, tu sais, il y a des contre-indications, par contre, à respecter, des contre-indications médicales. Des choses assez flagrantes, tu sais, s'il y a un début de travail prématuré, rupture des membranes, de la prééclampsie, tu sais, des problèmes de santé majeurs, là, c'est important de cesser l'activité physique puis de suivre les recommandations du médecin. Puis, tu sais, en cas de doute, là, fiez-vous toujours au médecin ou l'infirmière qui fait suivi de grossesse, ils vont pouvoir te le dire, là. Ah, c'est vraiment super. OK. Une future maman qui était active, qui tombe enceinte, qui continue son activité physique, c'est quoi les signaux d'alarme qu'il peut avoir d'aller consulter une physiothérapeute ou même d'arrêter l'entraînement? Ben, les signaux d'alarme, si on parle, mettons, plus à la sphère physio, pelvienne, tu sais, tout ce qui est, bon, des fuites urinaires, difficulté à retenir les envies d'uriner, une sensation de lourdeur au niveau du bassin, des fois c'est assez marqué au niveau vaginal, difficulté à retenir les gaz, les sels, tu sais, tous symptômes qui n'étaient pas présents avant, qui apparaissent, ça c'est un signal que, bon, ben, il y a sûrement une problématique musculaire ou la façon qu'on force, qu'on bouge, qui doit être abordée avec le professionnel pour éviter que ça s'aggrave, puis essayer de stopper ça rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les abdominaux pendant la grossesse? On entend souvent, il faut arrêter de faire les abdominaux. C'est quoi qui se passe avec tout ça? Ben, les abdominaux, c'est assez flagrant, le changement qui se crée là, plus la grossesse avance. En fait, c'est que on veut surtout promouvoir la souplesse des abdominaux. Fait que c'est moins le temps enceinte d'avoir les abdominaux en béton qui sont très entraînés, très toniques, parce qu'on veut les laisser s'étirer le plus possible.
sais, au niveau anatomie des abdominaux, il y a aussi des couches. La couche superficielle, c'est les grands droits, c'est ce qu'on appelle le fameux six-pack. Oui. Okay? Puis entre les grands droits, il y a une ligne fibreuse qu'on appelle la ligne blanche. Fait que c'est comme la jonction un petit peu de ces deux longs muscles-là. Sur les côtés, on a les obliques externes, obliques internes. Ils sont plus impliqués, mettons, dans les mouvements de rotation. Oui. Puis en dessous, tu as ce qu'on appelle le transverse abdominal, qui est comme le corset naturel du corps. Okay. Qui fait la jonction entre ton dos, tes côtes, ton bassin. Ça sert vraiment de support là, au niveau du tronc. Donc, plus la grossesse avance, plus les abdominaux vont être étirés, surtout les grands droits qui sont à l'avant. Puis à un certain point, ils sont plus vraiment capables de rester à l'avant, donc ils vont finir par s'écarter sur les côtés par manque de souplesse. Il y a une limite à se faire étirer, si on veut. Oui. Fait que tu sais, on a longtemps entendu que c'était un problème, puis c'est plus un changement adaptatif, en fait. C'est faut que bébé ait de la place pour grossir, grandir. Donc, il faut que l'abdomen s'adapte à tout ça. Et plus le ventre est gros, et puis il y a d'autres facteurs aussi, un peu, tu sais, la génétique, comment qu'on est fait au niveau des tissus. Il y en a qui sont beaucoup plus élastiques que d'autres. Ouais. Pas tout le monde qui a la chance d'être élastique puis que ça revienne comme si de rien n'était. L'eau, ça l'aide, par exemple. Oui, effectivement. Ça l'aide un petit peu à l'élasticité de la peau. Effectivement. Mais il y a comme plusieurs facteurs, mais écoute, presque 100% des femmes en fin de grossesse ont une diastase. Oui. OK, donc c'est pour ça, tu sais, on peut-tu l'éviter plus ou moins, mais on peut faire attention, puis on peut s'assurer qu'après, ça récupère bien. Donc, la fameuse diastase que c'est l'espace entre tes deux grands droits qui en sorte que ta ligne blanche, qui était très ferme et petite, pas large en fait, va s'étirer puis s'amincir. Donc, c'est l'espace entre les deux grands droits, c'est ça qu'on appelle la diastase. Fait que c'est difficile de la prévenir. Il y a des choses à faire attention. Entre autres, de pas nécessairement faire des exercices d'abdominaux superficiels, ce qu'on connaît surtout les redressements assis, les crunchs, les ciseaux, dans mon les langage, jambes, les crunchs ou les demi-crunchs, tout ça. Le circuit de 3, donc mes filles qui nous écoutent, pas de circuit de 3 enceinte. Parfait. Les ciseaux, crunch, le pointé, fait que ça, enceinte... C'est plus, ouais. Ce qui est plus recommandé à ce moment-là, c'est plus des exercices en stabilisation. Où ce qu'on va surtout solliciter les abdominaux profonds, plus le transverse abdominal. Lui, sa job, c'est de créer une petite tension pour créer un support. Fait que c'est pas tant des grands mouvements puis des rapprocher ce que je dis, le haut du bas là, qui va solliciter les abdos superficiels. C'est vraiment plus en stabilisation, exemple la planche. Fait que c'est un exercice qui va recruter les abdos, mais sans nécessairement un grand mouvement non plus. Mais il y a une progression, il y a des façons aussi de venir le travailler plus simple. C'est pas une planche classique... parce que souvent, les gens ils ont tendance, que moi j'ai remarqué, c'est juste se mettre en position planche puis forcer avec les lombaires puis vraiment juste les grands droits. Mais une planche, c'est vraiment d'engager son transverse au complet. Bien, en fait, c'est que, tu sais, les abdominaux, on est bien obsédé un petit peu en physio par le transverse, là, mais c'est un muscle anticipatoire. Fait que lui, il doit une précontraction avant de faire un mouvement. Fait que tu peux pas juste comme isoler ton transverse puis that's it, la job est faite. C'est qu'il faut que tu apprennes à le contracter puis de rajouter du mouvement mais en t'assurant qu'il est contracté. C'est là qu'on sait qu'il va faire son travail. C'est souvent ça qu'on va faire en rééducation postpartum s'il y a une problématique abdominale qui persiste, exemple. Puis quelque chose aussi par rapport aux abdominaux, c'est que, tu sais, quand on voit que l'abdomen commence à grossir de plus en plus, c'est peut-être le temps aussi au quotidien de faire attention comment tu te lèves du lit, comment tu te lèves du fauteuil bien écrasé, parce que ça prend une contraction des grands droits à ce moment-là pour te relever, qui est comme un petit redressement assis, mais au quotidien. Fait que là, c'est de modifier un peu la position. Fait que, tu sais, au lieu de te lever carré, de coucher assis... On roule sur le côté, on utilise les bras, exact. Parce que des fois, c'est ça, les gens pensent que c'est à l'entraînement, mais souvent, au quotidien, tu fais ça tous les jours, quelques fois par jour. Donc, c'est là à faire attention. Puis, un signe de diastase, le typique, si vous savez pas trop, si vous en avez une, là, quand tu serres le ventre, mettons, t'es couché puis tu veux te relever, ça fait une contraction. Le signe typique, c'est que le ventre devient comme un petit pointu au centre, comme un dôme. Ouais.
Fait que ce que c'est l'espace qui est plus mince, plus fragile au centre, va tout absorber la pression intra-abdominale, ça pousse. Versus quelqu'un qui n'a pas de diastase qui va se lever, ça reste bien, ça reste plat, c'est ferme. Tandis qu'une diastase, ben là, ça crée vraiment plus de pression sur le point faible au centre. Puis à long terme, si on ne fait pas attention, ça peut des fois amener à des problèmes hernie ombilicale, hernie abdominale, ça crée une petite brèche dans les tissus. Puis c'est le contenu de l'abdomen qui sort par le petit trou qui peut faire une petite hernie, une petite bosse. Super intéressant, vraiment, de savoir ça. Puis la diastase, est-ce que c'est quelque chose qui se guérit avec les exercices de physiothérapie, par exemple? Ben en fait, tu sais, les exercices, on peut dire que ça guérit pas, mais ça aide, en fait. C'est le corps qui a tout ce qu'il faut en lui pour s'auto-guérir. Puis c'est le temps aussi. Il faut être patient avec son corps. Oui, il faut être patient. Oui, mais la physio, c'est que ça va aider à rétablir... tu sais, nous, on travaille sur les déficiences physiques. Un manque de mobilité, un manque de force, des tensions musculaires, problèmes de posture. Fait que souvent, quand la personne a une diastase, c'est qu'il y a des déficiences à travailler. Fait qu'on améliore la posture, on améliore la mobilité autour pour aider au tissu à tranquillement guérir, mais de la bonne façon. Puis au final, là, après X temps, tu sais, une réelle diastase, mettons, diagnostic, il faut qu'il y ait facilement un bon 3 doigts de large. OK? Moi, souvent, ce que je vois, c'est 2, peut-être 1 doigt de large. Fait qu'on ne s'énerve pas tant sur la largeur, mais plus la tension au centre. Fait que nous, quand on le teste, on va vérifier un petit peu, est-ce que j'ai une tension de mes structures au centre ou c'est plutôt faible puis je suis capable de rentrer mes doigts facilement. Moi, c'est plus ça qui est à travailler à ce moment-là versus un petit doigt de largeur, là, à moins que rendu là, c'est purement esthétique. Tu sais, si j'ai une belle tension, mais c'est pas refermé complètement, ce qui arrive vraiment souvent, là, parce que les tissus ont été quand même tirés beaucoup, fait que ça revient rarement dans sa position initiale. Mais rendu là, s'il y a un doigt de largeur, mais que tout est super fonctionnel. Oui, parenthèse, moi, je suis restée avec 1 centimètre entre les deux. Là. J'ai fait de la physio après, puis à la maison aussi. Puis je suis toujours restée avec un petit doigt d'espace, mais tu sais, c'est super ferme. Puis voilà. Je suis quand même restée avec le petit... un petit espace. Oui. J'ai 3 grossesses collées aussi, là, back à back. Tu sais, des fois, hein, la première grossesse, si la bédaine n'a pas été trop étirée, des fois, les femmes après, ça peut être surprenant. Des fois, je vois rien du tout, mais deuxième, troisième, là, l'étirement est un petit peu plus grand, puis on vieillit aussi, malheureusement. Ah oui. Des fois, l'élasticité, on en perd un petit peu. Puis, tu sais, on peut le voir, mettons, les femmes qui font peut-être du fitness, où ce que là, on voit vraiment les grands doigts, là. C'est rare qu'on les voit habituellement, là, le fameux six-pack. Tu sais, il faut vraiment que tu n'aies aucune masse grasse dans le corps, là. Mais il y en a plein qui ont un espace, là, qui sont tout à fait capables de fonctionner, s'entraîner, puis même, il y en a qui ont pas eu de grossesse, qui ont un espace. Fait que c'est pour ça que... on s'alarme pas. On ne s'alarme pas du tout. Si on a un doigt d'espace, on s'alarme pas. On peut commencer à s'alarmer à 2-3 doigts d'espace à peu près, là. Oui, mais c'est plus un peu voir qu'est-ce qui se passe quand tu forces. C'est ça. Fait que, tu sais, si t'es pas capable de te redresser comme il faut puis que ça fait encore un pointu. Fait qu'on peut dire que si une femme a un espace puis que ça fait un pointu, ça mériterait peut-être une consultation. Tout à fait. De voir qu'est-ce qui se passe. Puis souvent aussi, même s'il n'y a pas ces problèmes-là, juste en prévention, après avoir accouché, ça peut être bon. En fait, ça devrait être recommandé. C'est notre prochain sujet, d'ailleurs. On va y aller. Le postpartum. Après l'accouchement. Première question. Après combien de temps une femme qui vient de donner naissance peut reprendre l'entraînement? C'est une grande question. Une grande question, hein? Il n'y a pas un temps précis. C'est vraiment du cas par cas, en fait. J'en ai qui, après 2 semaines, recommencent à faire des squats, des fentes, de s'entraîner. Puis j'en ai que ça prend 3-4 mois parce que c'est super variable d'une personne à l'autre. Exact. Ça dépend tellement de comment tu te sens postpartum, comment ton accouchement a été, comment ça se passe avec bébé. Tu dors pas de la nuit, tu t'alimentes pas bien, t'as pas le temps tu grignotes à peine, tu t'hydrates pas bien, t'es tout débalancé.
l'entraînement, c'est peut-être pas la priorité, Non, disons. exactement. T'sais. Fait que il n'y a pas de temps précis. Fait que les croyances qu'on dit pas avant 8 semaines ou 6 semaines, c'est pas vrai. Il n'y a pas de temps défini par la science qui dit après X temps. Fait que c'est vraiment propre à chacune de dire « Moi, je me sens bien après 1 mois pour reprendre » ou « Moi, je me sens bien après... il y en a que ça peut être 4 mois, 5 mois. Ouais. Il y en a même ça peut être plus long que ça. Fait que c'est vraiment propre à chacune. Il faut voir aussi un petit peu si la personne elle a des symptômes, parce que les 6 premières semaines postpartum, on peut s'attendre à un bel éventail de symptômes déplaisants, mais qui sont considérés normaux, mais qui doivent se résorber. Fait que, tu sais, des fuites urinaires, des lourdeurs vaginales, sensation de descente d'organes, difficulté à retenir les gaz, les sels, des incontinences fécales, ça peut arriver. Fait que c'est sûr que si t'as l'amalgame de tous ces symptômes-là, t'es peut-être mieux de... Pas le temps d'arrêter. Non, parce que c'est souvent un symptôme de ta musculature pelvienne qui est en train de se remettre de l'accouchement puis de la grossesse qui a duré 9 mois. Fait que, tu sais, moi, ce que je conseille souvent, c'est tu veux recommencer à t'entraîner, parfait, mais est-ce que tu vas prendre des marches? Tu sais, la première étape, peut-être, commence par faire le tour du bloc avec la poussette, voir comment tu te sens. Tu sais, si déjà tu fais un 15 minutes tour de bloc, puis tu peux pas, t'es pas bien, tu te sens pas bien, ben attends un petit peu l'entraînement. Tu sais, laisse-toi le temps de reprendre. Fait que, mais j'en ai qui me viennent me voir. Souvent, nous, on va voir les gens à 6 semaines postpartum pour faire un petit peu le bilan où la personne en est rendue, qu'elle a des problèmes ou pas, c'est super conseillé. En prévention, là, comme on disait, en France, c'est prescrit. Là, quand une femme vient de donner naissance, ça s'en va directement en physio. Puis c'est payé par le gouvernement. Ouais. J'espère qu'un jour, on va avoir ça ici. Peut-être que quelqu'un va nous entendre. Ben, je sais qu'il y a des physios qui travaillent sur le projet. Là. Ah ouais? C'est vraiment super. Parce que, tu sais, souvent, c'est un facteur de risque de plusieurs problèmes qui peuvent survenir plus tard. Tu sais, nous, les femmes, on a la beauté de vieillir, une ménopause, changement hormonaux. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui peuvent survenir. Puis la grossesse, ça en est un accouchement aussi. Fait que si on est capable de prendre ça dès le départ où il y a un premier facteur de risque qui arrive, on peut éviter bien des problèmes plus tard. Puis, tu sais, tantôt, on a parlé de grossesse, mais c'est super conseillé de consulter aussi pendant la grossesse. C'est sûr, si tu as des symptômes, consulte. Mais même si tu n'en as pas, on fait pas juste traiter les problèmes, on fait beaucoup d'enseignements, l'anatomie, comment ça fonctionne, puis préparer à l'accouchement aussi. Prévention de déchirure aussi, ça se prévient. Moi, c'est comme ça que j'ai appris que il y avait des spécialistes de la rééducation en physiothérapie parce que j'étais inquiète par rapport aux déchirures. Mm-hmm. C'est là qu'on m'a référé, puis c'est là que j'ai appris que ça existait, en fait. Oui. Comment ça se passe? Comment qu'on peut prévenir ça, les déchirures? Ouais. Bien, les techniques que nous, on va privilégier, c'est s'assurer vers la fin de la grossesse que le planche pelvien est surtout souple. OK? Donc, s'assurer qu'il va bien s'étirer, voir un peu la technique de poussée. Des fois, on peut simuler certaines pressions, voir un petit peu comment ça se comporte au niveau pelvien. Puis il y a des techniques aussi d'automassage qui peuvent être faites, qui sont fortement conseillées à faire à partir de 34-35 semaines. C'est vraiment manuellement de venir étirer toute la partie... Démonstration. La partie basse vaginale, mais la portion musculaire, vraiment, avec manuellement, la personne va venir faire des pressions, peut faire des mouvements aussi un peu en U ou en J. Donc, assouplir ne veut pas dire pas renforcer. Fait, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la différence entre les deux? Parce que renforcer puis assouplir, c'est deux choses complètement différentes. Oui, mais c'est complémentaire, en fait. Ouais. Ce qui est tout le long de la grossesse, c'est plus... On veut s'assurer que le planche pelvien, il est efficace. Puis efficace, ça veut dire qu'il fait son travail de support puis de fermeture de continence. Fait qu'il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit endurant puis qu'il ait un bon tonus. Fait que ça, plus la grossesse avance, c'est le poids du bébé, il y a de plus en plus de pression que le planche pelvien doit comme absorber. On veut le garder efficace tout le long. Vers la fin, on peut continuer à faire un peu d'exercice de renforcement, mais l'assouplissement, tu sais, on n'étire pas le muscle là, comme on s'étire un quad ou un bicep, OK? Parce que c'est vraiment comme une pression douce qu'on fait sur le muscle, un peu pour le déformer.
Ça aide surtout à être capable de le relâcher. Parce qu'on pense souvent qu'on est faible là, du plancher pelvien, mais il y en a une grande majorité de personnes que c'est l'inverse. Il est trop tonique. Ah ouais! Puis on a beaucoup, beaucoup de travail à faire à apprendre aux gens à se relâcher le plancher pelvien. Comment qu'on fait ça, se relâcher? Plein de techniques. De un, c'est la prise de conscience. Il est dans quel état ton plancher pelvien? Tu sais, quelqu'un qui va se tenir toujours contracté, mais pour toi, c'est ton quotidien, tu t'en rends pas compte. Mais là, moi, j'arrive, je te dis, bon, ben OK, relâche, pousse, voir un petit peu si ça tire bien. Il n'y a rien qui se passe, c'est pris. Mais toi, tu comprends pas pourquoi. Ben, on a des techniques, on peut utiliser un miroir, le toucher. La respiration, ça fonctionne très bien. Des techniques, des fois, des pressions manuelles. C'est parce que le problème de ces muscles-là, c'est qu'on les voit pas. Puis ils sont à un endroit où on voit pas bien non plus. Fait que c'est très interne. Fait que c'est énormément du ressenti. Fait que il y a la première étape quand on fait la rééducation, c'est faut que tu le sentes, qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi qu'on s'attend et tout ça. Puis après ça, on peut embarquer dans étirer, relâcher ou renforcer. Puis quelqu'un qui est pas capable de relâcher, c'est quoi que ça peut avoir comme conséquence? Plein. On peut avoir des problèmes urinaires. Il y en a qui ont des fuites urinaires, pas parce qu'ils sont affaiblis, mais parce qu'il est trop tonique. Fait que quand c'est le temps, exemple de se retenir, si je fais un effort, je tousse ou j'éternue, ben mon muscle est fatigué là, d'avoir contracté depuis que je me suis levée le matin. Donc, ça peut donner ça peut donner des problèmes d'envie pressante, des sensations d'infection urinaire alors que tu n'as pas d'infection. Fait que ça peut brûler quand tu fais pipi, donc à la miction. Sensation de brûlure aussi au niveau vaginal, soit lors des relations sexuelles. Ou au toucher, ou même juste quotidiennement être assis, ça peut brûler, ça peut faire une sensation de lourdeur, difficulté d'aller à la selle, parce que faut que ça se relâche au niveau anal, rectal, pour que ça passe. Fait que ça peut amener un paquet de problèmes aussi. Fait que ne pas être capable de relâcher, ça peut être la cause de bien des maux cachés qu'on n'aurait pas soupçonnés. C'est effectivement. Super intéressant tout ça. OK, donc tantôt on parlait que les femmes post-accouchement devraient faire une rééducation abdominale périnale, mais c'est quoi exactement une rééducation abdominaux-pelvienne complète? Super bonne question. Dans le fond, c'est que on a un long questionnaire pour vraiment faire le tour de les habitudes de vie, parce que ça a une grosse influence sur les problématiques pelviennes. On fait un examen physique selon aussi le niveau d'aisance de la personne, OK? Parce qu'on sait, vous savez, tu as vu c'était où le plancher pelvien, donc c'est sûr que ça va impliquer un examen local, mais c'est toujours avec consentement de la personne. Donc si, exemple, tu viens me voir, OK, on commence et tout ça, puis l'examen physique, il y a la partie pelvienne, mais il y a toute la posture, la mobilité, il y a plein de choses qu'on peut évaluer aussi qui sont super pertinentes. Puis l'évaluation pelvienne, ici, ça en fait partie pour s'assurer que la musculature, y a-t-il des problématiques à travailler? La position des organes aussi par rapport aux problèmes de descente d'organes, les prolapsus, ça c'est un motif de consultation assez fréquent là, qu'on a en rééducation périnéale. Donc, on fait l'évaluation physique dans la mesure où la personne est à l'aise. Puis ensuite de ça, ben, on va tout noter les déficiences que nous, on peut travailler, puis on élabore un plan de traitement. Le plan de traitement, ça passe beaucoup par des conseils. Ça a l'air nono, mais ça peut aller jusqu'à la consommation d'eau, la consommation de fibres, comment tu vas à la selle, super important, parce que la constipation, c'est c'est un gros facteur de risque de beaucoup de problèmes pelviens, constipation chronique. Sinon, les exercices, on a des exercices de plancher pelvien, mais ça peut être aussi au niveau abdominal, postural, les muscles autour aussi qui sont super importants, exercices d'étirement, donc c'est assez varié. Puis de voir un petit peu le suivi qui est nécessaire. Je dirais que j'ai plus une approche qui prône l'autonomie de la personne. Donc, j'essaie de donner le maximum pour que la personne soit capable de se prendre en charge, puis sache quoi faire s'il y a des symptômes qui arrivent, au lieu de tout de suite vouloir consulter à chaque symptôme si c'est des choses que la personne peut gérer versus ce que moi je peux Ça se pourrait aussi qu'une maman nouvelle maman ait aucun symptôme puis que ça se développe plus tard parce que c'était pas apparent nécessairement, d'où l'importance de quand même consulter ou même faire des exercices qui vont renforcer par la transverse de l'abdomen, comme tu disais, par la respiration, plancher pelvien.
C'est quoi les signaux d'alarme principaux qu'une nouvelle maman va avoir qui va être des drapeaux rouges de ne pas reprendre l'entraînement? OK. Moi, je te dirais, s'il y a encore des problèmes de fuite urinaire qui sont, tu sais, quand même importantes, si tu as des fuites juste quand tu éternues une vessie très pleine ou quand tu as un fou rire immense, puis versus quelqu'un qui va juste s'accroupir, pas des fuites, c'est juste de savoir doser un petit peu. Mais les fuites urinaires, difficulté à retenir les urines, si la personne a une lourdeur au niveau de l'entrejambe, des douleurs aussi, ça, c'est plus des signaux qui seraient à attendre peut-être avant de se mettre en mouvement, ou si la personne commence à s'entraîner, puis là, il y a quelque chose qui pop. Parce que comme tu dis, des fois, au quotidien, ça va, là, tu provoques pas trop les choses, ça va bien. Mais là, quand tu commences à bouger, faire telle affaire, whoop, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui va pas. Donc, si tu sens que, il y a quelque chose au niveau de mon bassin, entre jambes, qu'il n'était pas comme ça, consulte. Nous, souvent, on va suggérer de voir les gens à peu près autour de 6 semaines postpartum. 6 semaines, ça concorde un petit peu aussi avec la réévaluation médicale, le suivi postpartum. Nous, on sait qu'on a la permission à ce moment-là de faire l'examen interne au besoin. Donc, moi, ce que je suggère souvent quand on voit les gens pendant la grossesse, c'est OK, un coup que tu as accouché, peu importe un peu comment ça va aller, les 6 premières semaines, prends ça relax, vas-y un petit peu selon tes feelings. Puis à 6 semaines, on se revoit, on fait vraiment une belle évaluation complète. Je vais te donner les exercices qu'il faut, les traitements qu'il faut sur ce qui est à travailler. Puis ça va être plus facile de conseiller pour le retour à l'entraînement, entre autres. Super. Post-accouchement, pour les exercices physiques, on entend un peu, mais pour les exercices de renforcement, rééducation abdominale, périnéale, ça, par exemple, une maman pourrait commencer chez elle dès qu'elle se sent bien. Oui, ça peut être le lendemain de l'accouchement. Ça, il n'y a pas de à moins que le médecin dise non, mais qu'il y ait eu... exemple, une déchirure, même jusqu'à un grade 4, des complications de grossesse, dès que la personne se sent un petit peu moins endolorie et tout, puis se sent bien, rapidement, de recommencer à contracter le plancher pelvien, abdominaux profonds, technique de respiration, ça aide vraiment à faire passer les symptômes désagréables des 6 premières semaines. Puis est-ce que pendant que, par exemple, une nouvelle maman fait les exercices de respiration, est-ce que ce serait un signal d'alarme si elle ressent de la douleur? Est-ce que c'est normal de, par exemple, elle travaille son transverse de l'abdomen, puis ça va y faire des tensions dans le dos, dans le bas du ventre, ou est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Non, parce qu'habituellement, une contraction musculaire ne devrait pas être douloureuse. Ça peut l'être, exemple, si la personne a une césarienne, si elle va contracter trop vite, trop fort, trop tôt dans son rétablissement là, de la césarienne, mais c'est pas supposé être douloureux. Non plus au niveau du plancher pelvien, c'est pas une contraction qui est douloureuse. Des fois, c'est le dosage. Il y en a beaucoup, étant donné que c'est pas visible, ils vont trop contracter, compenser. Fait que, tu sais, si tu le sens dans le bas du dos, ça se peut que c'est parce que tu contractes pas le bon muscle ou que tu vas trop compenser pour essayer de sentir qu'il se passe quelque chose. Même chose, le plancher pelvien, il y en a qui vont squeezer des fesses vraiment beaucoup. Puis finalement, le plancher pelvien, c'est pas lui qui est recruté. C'est pas lui qui contracte. Ouais. Fait que une douleur, c'est pas normal. Fait que c'est de voir si c'est la façon que la personne contracte ou il y a quelque chose en dessous autre qui serait à regarder. Super. C'est super intéressant tout ça. Je terminerai en te demandant, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais aux futures mamans puis aux mamans aujourd'hui? Bouger. D'être le plus actif possible, peu importe la façon que ce soit. Puis dans le plaisir, comme tu as dit tantôt, c'est encore plus important. Faut pas que ce soit une corvée, mais voyez-le comme un gage de santé à long terme, puis c'est gratuit. Puis c'est... Il n'y a pas de recette miracle pour être en santé. Il faut bouger, il faut bien s'alimenter. Tout ça, là, l'hygiène de vie aussi. Moi, j'ai été surpris d'apprendre que l'hygiène de vie, les fibres, tout ça, ça avait vraiment une incidence sur le plancher pelvien aussi. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs de risque qu'on fait au quotidien qu'on se rend pas compte. Fait que mon meilleur conseil, c'est vraiment de rester active
Si l'activité que tu fais et c'est plus adapté, modifie-la, mais essaie de bouger le plus longtemps possible, toujours sécuritairement. Et ça va tellement aider aussi pour la récupération après. Puis en espérant que ça aide à continuer de rester active une longue partie de la vie, là, c'est super important. Ben, c'est super. Marie-France Boisvert, merci beaucoup d'être venue en entrevue aujourd'hui. Ben, merci à toi, c'était vraiment super agréable.